Aux États-Unis, une mystérieuse femme attire un homme d'affaires dans un autre État en lui promettant une transaction lucrative. L'homme disparaît. Les autorités demandent alors au FBI de les aider. On commence par soupçonner l'un de ses concurrents frustrés d'être impliqué, mais ce dernier semble inatteignable. Les agents auront recours à tous les moyens pour trouver un de ses anciens amis et le convaincre de révéler toute la vérité. L'aéroport international de Newark au New Jersey. Le samedi 24 février 1996, le vol 45 de la Kiwi Airlines décolla en partance pour West Palm Beach en Floride. Frank Black, 58 ans, comptait parmi les passagers. Black était à la tête d'une fructueuse entreprise d'autobus scolaires à Andover au New Jersey. Ce multimillionnaire s'en allait en Floride pour y rencontrer un nouveau contact d'affaires. Black avait dit à sa famille et à ses collègues qu'il serait de retour le lundi suivant, juste à temps pour la réunion hebdomadaire. Il leur dit également que la personne qu'il devait rencontrer en Floride s'appelait Mia Giordano. Elle devait aller le chercher à l'aéroport. Ensuite, elle lui avait promis de lui présenter ses partenaires éventuels. Black souhaitait secrètement prendre sa retraite après avoir conclu cette affaire. En voyant qu'il ne rentrait pas le lundi, les membres de sa famille contactèrent la police d'État du New Jersey. Le sergent détective Lee Ledy fut l'un des enquêteurs assignés à ce cas de disparition. Il appelait fréquemment à la maison. Il voulait également toujours savoir comment les choses allaient au bureau. C'était le genre d'entrepreneur qui s'implique dans tout. Sans Frank, l'entreprise ne fonctionnait pas vraiment. C'est la raison pour laquelle ses employés s'inquiétaient de cette soudaine disparition. Frank n'avait jamais négligé ainsi ses affaires. Les enquêteurs du New Jersey interrogèrent Liana, la fille de Black, ainsi que Sally Roberts, sa conjointe et la gérante du bureau. Liana déclara que son père avait manqué une importante réunion où il devait discuter de la vente de son entreprise. De plus, il n'avait pas pris les messages qu'elle avait laissés sur son téléphone portable. Selon Sally Roberts, Mia Giordano, la femme de Floride, avait appelé à maintes reprises, mais elle n'avait jamais laissé son numéro de téléphone. Elle disait représenter une société du nom de Valdez Exportation. Elle s'était décrite à Black afin qu'il puisse la reconnaître à l'aéroport. Elle était blonde et mesurait 1,52 m. Un détective rendit visite à l'agent de voyage qui avait fait la réservation du billet d'avion de Black. Ce dernier confirma que Black lui avait acheté un aller simple pour la Floride. Il n'avait pas loué de voiture puisque son contact en Floride devait aller le chercher à l'aéroport. Les relevés de la compagnie d'aviation indiquaient que Black s'était bien trouvé à bord de l'appareil. Mais il ne s'était enregistré à aucun hôtel en arrivant à West Palm Beach. En examinant les transactions portées sur ses cartes de crédit, on constata cependant qu'il les avait utilisées en Floride. Pour suivre cette piste, les détectives du New Jersey contactèrent le bureau de Fort Pierce du service de police de la Floride. On confia l'affaire à l'agent Michael Driscoll. Une des cartes de crédit de Frank Black a été utilisée au Embassy Suites de Riviera Beach entre 1 h et 2 h du matin. C'était dans la nuit du 24 au 25 février.
Ensuite, vers 4 heures du matin, une autre de ses cartes de crédit a été utilisée pour régler une note d'essence dans une station-service du nord de Miami. C'était plutôt étrange, puisqu'il n'avait pas loué de voiture. L'agent interrogea l'employé qui travaillait cette nuit-là. Il ne reconnut pas Black sur la photo qu'on lui présenta. Les pompes à essence étaient toutes équipées d'un système de paiement automatisé par carte de crédit. Personne à la station n'avait donc eu de contact avec Black ou avec la personne qui avait utilisé sa carte de crédit. L'employé ne se rappelait pas non plus avoir vu une femme dont la description correspondait à celle de Mia Giordano. Driscoll contacta le secrétaire de la division des corporations de la Floride pour obtenir l'adresse de Valdez Exportation, l'entreprise que dirigeait Mia Giordano. Cette entreprise n'était pas enregistrée dans le système de l'État. Il essaya ensuite de retracer la mystérieuse femme. Nous avons effectué des recherches exhaustives pour identifier quiconque dont le nom serait Mia Giordano. Mais nous n'en avons trouvé aucune en Floride, ni personne dont le nom aurait été ressemblant. Nous avons ensuite fait des recherches au New Jersey, où nous avons obtenu les mêmes résultats négatifs. Le 1er mars, un détective de la police d'État du New Jersey se rendit en Floride, là où la piste de Frank Black s'était soudain arrêtée. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis plusieurs jours. Les détectives croyaient maintenant qu'il avait été victime d'un meurtre. Leur principal suspecte, une femme qui se faisait appeler Mia Giordano, était impossible à retracer. Les enquêteurs concentrèrent leurs efforts sur les appels qu'avait reçus Black au cours des quelques jours précédant son départ pour la Floride. Nous avons obtenu les relevés téléphoniques de Frank Black et constaté qu'on l'avait appelé d'une résidence de Jupiter. Cette résidence était louée par une certaine Lisa Costello. Elle n'était pas blonde comme Mia, mais elle mesurait aussi 1,52 m comme l'avait dit la suspecte. L'heure des appels de Lisa Costello correspondait à celle de la prétendue Mia Giordano quand elle avait convenu de rencontrer Black en Floride. Mia Giordano était un personnage fictif. Elle n'a jamais existé. Elle devait conclure un marché avec Frank Black, mais en réalité, Mia Giordano était Lisa Costello. Les enquêteurs montrèrent la photo de Costello à l'hôtel où la carte de crédit de Black avait été utilisée le 25 février. L'établissement était directement situé sur le bord de mer, à Riviera Beach. L'agent de l'État demanda à parler au commis en service lors de la nuit en question. Pendant qu'il l'attendait, il vérifia l'appareil téléphonique utilisé à l'aide de la carte de crédit de Black. Comme pour la pompe à essence, le client ne signait pas. Il ne faisait qu'insérer sa carte de crédit. N'importe qui pouvait avoir effectué l'appel. Karen Voorhees travaillait à la réception au cours de la nuit. Elle ne reconnut pas Frank Black sur la photo. Elle se rappelait toutefois une cliente venue au cours de cette nuit. Vers 2 heures du matin, une femme aux cheveux foncés avait demandé à louer une chambre. Quand elle avait appris que l'hôtel était complet, elle s'était servie du téléphone public pour trouver une chambre ailleurs. C'était à ce moment-là que la carte de crédit de Frank Black avait été utilisée sur le téléphone. Voorhees décrivit la femme. Elle était dans la trentaine, elle avait les cheveux bruns et mesurait un peu plus d'1,50 m. Driscoll montra alors à Voorhees la photo de 6 femmes différentes. Sans hésiter, elle choisit celle de Lisa Costello. Les enquêteurs de Floride commencèrent dès lors à surveiller étroitement la suspecte. Ils la prirent en filature pendant quelques jours pour connaître sa routine et découvrir ses contacts.
Ils s'aperçurent bientôt que Costello avait une liaison avec un certain Alan McCurley. Les enquêteurs vérifièrent ses antécédents. Comme Frank Black, McCurley était propriétaire d'une entreprise de transport au New Jersey, mais il s'était établi en Floride. Les deux hommes se connaissaient depuis presque toujours. Alan McCurley et Frank Black sont devenus des rivaux avec les années. Leurs deux entreprises de transport étaient situées à 15 km de distance l'une de l'autre. Bien qu'ils aient eu chacun leur propre entreprise et des contrats différents, ils étaient perpétuellement en concurrence. Des relevés téléphoniques indiquaient que Black avait reçu des appels récemment depuis la résidence de Floride de McCurley. C'était étrange compte tenu du fait qu'ils étaient des ennemis jurés. Les détectives parlèrent à nouveau à la gérante de l'entreprise de Black. Sally Roberts leur dit que Black et McCurley avaient déjà été amis, mais que leur rivalité en affaires avait fini par en faire les pires ennemis. Elle leur raconta la dernière rencontre des deux hommes à laquelle elle avait assisté. C'était lors d'un banquet organisé par l'industrie en janvier 1996. Frank et elle discutaient avec des amis lorsque McCurley s'était approché d'eux. Il en voulait à Black de lui avoir volé l'un de ses plus importants clients. Il l'avait alors menacé. Il a dit qu'il allait finir par l'avoir. Ça pouvait signifier qu'il voulait l'obliger à quitter les affaires, mais ça pouvait aussi dire qu'il comptait le tuer un jour. Black ne prit pas cette menace à la légère. Par la suite, il évitait d'aller à toute réunion où McCurley pouvait être présent, à moins d'être accompagné d'un collègue. Les enquêteurs contactèrent McCurley pour lui demander s'il avait vu ou parlé à Frank Black depuis peu. McCurley nia l'avoir appelé au cours des jours précédant le voyage de Black en Floride. Le fait qu'il ait nié avoir fait ses appels à l'entreprise de Frank Black, alors que nous savions pertinemment que c'était le cas, nous poussait à croire que quelque chose ne tournait pas rond. Les enquêteurs croyaient que McCurley et Costello avaient tué Frank Black. Mais ils devaient trouver des preuves solides. Ils firent appel à l'assistant du procureur, Robert Belanger. L'une des premières choses que le service de police de la Floride a voulu utiliser, c'était les micros. On doit avoir une très bonne raison pour écouter les conversations téléphoniques d'un individu. Nous avons donc rempli toutes les demandes requises et obtenu l'autorisation d'écouter les conversations téléphoniques d'Alan McCurley. Malheureusement, les enquêteurs n'eurent pas l'occasion d'entendre beaucoup de conversations entre McCurley et Costello puisqu'elles vivaient désormais avec lui. S'il parlait de la disparition de Black, ce n'était pas au téléphone. Pour enregistrer une conversation incriminante, les enquêteurs devaient cacher les micros dans la maison du suspect lui-même. Après maintes formalités, un juge signa le mandat autorisant les enquêteurs à dissimuler des micros chez McCurley. Ils s'installèrent ensuite devant chez lui pour surveiller et écouter. Avec un peu de chance, le couple discuterait de ce qui était arrivé à Frank Black. Mais Alan McCurley et Lisa Costello étaient extrêmement prudents. Tellement que les enquêteurs en vinrent à croire qu'ils se savaient épier. Chaque fois qu'il commençait à parler de ça, il augmentait le volume de la radio. Nous nous sommes bientôt retrouvés avec des centaines d'heures d'enregistrement où l'on n'entendait que de la musique. Le corps de Black n'avait pas été retrouvé. McCurley et Costello pouvaient échapper aux autorités tant qu'ils garderaient le silence. En juin 1996, des agents de la police d'État de Floride croyaient qu'Alan McCurley et sa petite amie Lisa Costello avaient assassiné le millionnaire de 58 ans, Frank Black. Malheureusement, les indices contre le couple étaient rares
et le corps de Black n'avait pas été retrouvé. Les enquêteurs vérifièrent auprès des morgues des comtés de Palm Beach, de Broward et de Dade les derniers endroits où Black était allé. Aucun des corps arrivés récemment ne correspondait à la description de Frank Black. Si McCurley et Costello l'avaient tué, ils avaient bien brouillé les pistes. L'agent spécial Michael Driscoll du service judiciaire de l'État de la Floride exprima sa frustration à son ami Jay Miller, agent du FBI. Nous avions l'habitude de jouer au racquetball ensemble. Il me demandait souvent comment l'affaire progressait. Je lui disais, nous avons quelques petites choses, mais sans plus. Il me disait, si tu as besoin d'aide, ça me fera plaisir de te donner un coup de main. En juin 1996, l'agent spécial Jay Miller demanda à être assigné à l'affaire par le biais de son bureau de Fort Pierce. Même si Driscoll et moi étions de proches amis, je ne connaissais pas beaucoup les détails au sujet de la disparition de Frank Black. Mais en voyant son degré de frustration, j'ai décidé d'obtenir plus d'informations. Nous en sommes venus à une entente. La meilleure solution, c'était d'examiner l'affaire depuis le début. Les enquêteurs croyaient que McCurley avait tué Black à la suite d'un contrat d'autobus qui avait échappé à McCurley. Malheureusement, les micros n'avaient pas permis à la police d'obtenir des preuves contre lui. La meilleure piste était d'examiner la rencontre de Black et de Costello. Peut-être que, confrontée aux preuves, elle se retournerait contre McCurley. Ce coup risqué pouvait compromettre toute l'enquête. En remettant à Lisa Costello une assignation à comparaître, on l'encourageait ainsi à venir nous donner des informations en échange de l'immunité. Hypothétiquement, cela signifiait que si elle avouait avoir tué Frank Black, on ne pouvait utiliser cette déclaration contre elle. Le 13 juin 1996, Lisa Costello fut assignée à comparaître devant un grand jury de la Floride. Elle refusa de coopérer et eut une attitude hostile à l'égard des procureurs de l'État qui l'interrogeaient. Le juge l'a mis en garde que si elle refusait de répondre aux questions, il la ferait incarcérer pour outrage au tribunal. Costello ignora la mise en garde. Les enquêteurs croyaient que son refus de coopérer indiquait bien qu'elle était impliquée dans la disparition de Black. Il faudrait toutefois bien plus qu'une intuition pour résoudre cette affaire. Le plan d'assigner Costello à comparaître et de l'effrayer avait échoué. Maintenant que la plus proche alliée de McCurley était derrière les barreaux, les agents n'avaient aucun autre témoin à utiliser contre le suspect. Sans nouvelles pistes ni preuves matérielles, l'enquête entourant McCurley risquait de ne jamais aboutir devant les tribunaux. L'agent spécial Michael Driscoll et son équipe étaient plus que jamais déterminés à empêcher que ça se produise. Une de nos sources d'information nous a appris qu'un témoin était prêt à parler. Mais ce témoin craignait pour sa sécurité en raison de la violence d'Alan McCurley. Il croyait que le suspect était un homme violent et qu'il allait se venger s'il nous parlait. Ce témoin s'appelait Bill Anderson. Cet ancien pilote de la marine était l'ami le plus proche de McCurley. Les agents l'interrogèrent chez lui en Floride dans sa maison située sur la même rue que celle de son ami. Comme McCurley et Black, Anderson avait possédé une entreprise de transport au New Jersey. Il avait aussi été pilote de ligne après 10 ans passés dans l'armée. Tout comme Bill Anderson, Driscoll, Bélanger, l'assistant du procureur et moi-même avions été des Marines. Cet homme avait le pouvoir de nous permettre de résoudre l'enquête. Dès le départ, nous avons eu un sentiment d'appartenance commune avec lui. Les enquêteurs croyaient que ce lien entre eux leur permettrait de convaincre Anderson de témoigner contre son ami. Il leur avoua que depuis peu, il remettait en question son amitié avec McCurley. Mais il hésitait encore à divulguer des informations sur la nature de la relation entre McCurley et Black.
les agents étaient persuadés qu'Anderson savait quelque chose qui leur permettrait de clore l'enquête en moins de 2. On sentait une hésitation de sa part. Nous avons été patients avec lui et nous lui avons donné le temps de faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire de chercher des conseils juridiques, par exemple. Dans notre esprit, il n'y avait pas de doute sur le fait que nous nous adressions à l'individu qui détenait les réponses. Les agents rencontrèrent Anderson à plusieurs occasions et gagnèrent peu à peu sa confiance. Il finit par déclarer qu'Alan McCurley avait fait l'acquisition d'un avion plus tôt au cours de l'année. Il lui avait alors demandé de devenir son pilote d'avion privé en raison de son expérience. En échange, Anderson pouvait utiliser l'appareil de McCurley à loisir. En mars 1996, au cours d'un séjour à Leesburg en Floride, où Anderson supervisait les réparations de l'appareil, McCurley entra en contact avec lui. Il lui dit qu'il voulait survoler l'océan. Anderson lui répondit que l'appareil ne pouvait décoller avant plusieurs jours. Il lui suggéra ensuite de louer un autre avion, mais McCurley lui dit que c'était impossible. Personne ne devait savoir qu'ils avaient pris l'avion. Anderson lui demanda alors pourquoi. McCurley a confié à Bill qu'il avait tiré sur Frank Black et qu'il avait enveloppé son corps dans du plastique. Ensuite, il est parti en mer et il a jeté le corps dans l'océan, mais le corps ne coulait pas. En voyant ça, McCurley a pris un couteau pour transpercer le plastique et faire couler le corps dans l'eau. Selon Anderson, il ajouta qu'il craignait que le corps n'ait refait surface. Il voulait survoler le secteur pour s'assurer qu'il n'en restait plus aucune trace. Anderson s'y opposa. Je crois qu'Anderson était réellement en état de choc. Comme McCurley et Black, il avait évolué dans l'industrie du transport. Anderson et Black n'étaient pas amis. De fait, Anderson n'aimait pas Black non plus. Mais on ne tue pas quelqu'un parce que c'est un concurrent. Selon Anderson, McCurley avait tué Black dans sa maison. Cet ancien pilote des Marines confirmait aux enquêteurs ce qu'ils soupçonnaient depuis le début. Cela a été le moment crucial de l'enquête. C'était ce que nous attendions tous. Je me rappelle avoir expliqué ensuite à Bill qu'il devrait le faire parler de l'affaire pendant que nous enregistrerions la conversation. Sans le corps ni l'arme du délit, la seule solution était d'obtenir les aveux de McCurley. Le témoignage d'Anderson avait une certaine valeur, mais en cours, c'était sa parole contre celle de l'accusé. Anderson avoua au procureur qu'il hésitait à porter un micro. Il craignait McCurley parce que ce dernier venait de lui avouer qu'il avait tué un homme, mais aussi parce qu'il lui avait parlé d'une de ses connaissances au New Jersey, qui s'était fait accuser d'un crime suite à une conversation enregistrée. Il a dit à Bill Anderson, « Si quelqu'un m'enregistrait à mon insu, je le tuerais. » Les enquêteurs promirent la protection de la police à Anderson. Le plan consistait à attirer McCurley chez Anderson. Les techniciens du FBI cachèrent des micros et une caméra dans la cuisine. Une fois l'équipement installé, Anderson appela son ami. Il lui annonça qu'on l'avait assigné à comparaître et qu'il voulait lui demander des conseils sur la marche à suivre. McCurley lui dit qu'il arrivait immédiatement. L'agent Driscoll était déjà dans la maison, prêt à intervenir en cas de danger.
Dès que l'équipe à l'extérieur verrait Macaulay approcher, elle aviserait Driscoll par radio de se cacher. En attendant le suspect, les enquêteurs virent des réparateurs de lignes téléphoniques arriver. Comme Macaulay craignait d'être enregistré, il pourrait croire que ces hommes étaient des agents secrets. Nous nous sommes dit que s'il voyait ces camions de réparation en arrivant à la maison, notre enquête était fichue. Macaulay devait arriver d'une minute à l'autre. Les enquêteurs ordonnaient rapidement aux réparateurs de quitter les lieux. Ils dissimulèrent ensuite l'endroit où le sol avait été creusé. Ils retournèrent à leur véhicule juste avant l'arrivée de Macaulay. Ils tentèrent alors d'alerter les hommes dans la maison, mais n'obtinrent aucune réponse. Ils appelèrent à nouveau. Toujours rien. Il était impossible de savoir si Driscoll avait entendu la mise en garde. Ce n'était pas le cas. L'agent ne disposait que de quelques secondes pour se cacher. Anderson conduisit Macaulay dans la cuisine et s'assit à la table comme prévu. Il montra à Macaulay l'assignation qu'il avait reçue. Macaulay hésitait à parler. Il ne voulait pas parler à haute voix. Il pointait du doigt les murs en chuchotant « Personne n'est au courant ». Il parlait si bas que personne d'autre dans la maison d'Anderson n'aurait pu l'entendre. Non pas qu'il ait eu des soupçons à l'égard d'Anderson, mais parce qu'il soupçonnait la police de se cacher partout. Et il ne se trompait pas. Le détective Liddy et ses collègues écoutaient la conversation entre Macaulay et Anderson de sa voiture. Bill Anderson a discuté de la possibilité qu'il soit obligé de témoigner et de mentir pour Macaulay. Il a demandé à Macaulay s'il accepterait de sortir de l'ombre et de tout avouer advenant que lui soit incarcéré à cause de son silence. Alan Macaulay lui a alors promis de le faire. Macaulay ne voulait pas continuer la discussion dans la maison. Il conduisit Anderson à l'extérieur. Toute la conversation devait avoir lieu à la table de la cuisine de Bill Anderson, et pas ailleurs. Quand nous avons entendu Alan Macaulay dire « Allons prendre une marche », nous avons eu peur qu'il tente d'entraîner Bill Anderson dans un lieu où il pourrait le faire disparaître. La propriété était immense, il y avait beaucoup d'arbres. Les deux hommes pouvaient se trouver n'importe où sur le terrain. Mais sans le savoir, Macaulay entraîna Anderson près de l'équipe de surveillance. Le seul témoin, et du même coup toute l'enquête, était en danger. Si les agents étaient découverts, ils ne pourraient peut-être pas protéger Anderson de la colère de Macaulay. Les enquêteurs de Floride surveillaient Bill Anderson, un de leurs témoins dans l'enquête du suspect Alan Macaulay. Anderson portait un micro. Il tentait de faire parler son ami du meurtre de Frank Black. Le détective Lee Liddy du New Jersey craignait les conséquences si Macaulay apercevait les enquêteurs qui étaient dissimulés à proximité. Les deux hommes sont sortis à l'extérieur. La situation était très tendue pour les enquêteurs impliqués parce qu'à ce moment-là, nous n'avions plus aucun contrôle sur ce qui pouvait arriver. Comme ils étaient en mouvement, le tissu des pantalons de Bill Anderson faisait du bruit et il nous était très difficile de suivre la conversation. Nous n'étions plus sûrs de l'issue de l'affaire. Avant que Macaulay n'ait eu le temps de remarquer l'équipe de surveillance, Anderson l'entraîna dans la direction opposée. Les enquêteurs disposaient maintenant de déclarations incriminantes, même s'ils n'avaient pas encore eu d'aveu. Il ne fallait pas abandonner.
La complice de McCurley, Lisa Costello, était en détention. Elle avait été accusée d'outrage au tribunal 3 mois plus tôt pour avoir refusé d'obtempérer à une citation à comparaître. Les agents tentèrent d'obtenir des informations de ses amis pour exercer encore davantage de pression sur ce témoin hostile. Ils interrogèrent l'ancienne colocataire de Costello. Cette dernière leur dit que Costello avait déjà vendu de la cocaïne de même que du rouphenol, un sédatif inodore et insipide. Selon la dose administrée, le rouphenol peut détendre un individu ou lui faire perdre conscience. L'agent spécial Michael Driscoll croyait que Costello en avait peut-être administré à Frank Black. Dès le premier jour, nous avons soupçonné Lisa d'avoir invité Frank Black à prendre un verre ou à manger au restaurant. Nous savions que Frank Black n'aurait jamais accepté de plein gré d'entrer dans la résidence d'Alan McCurley. Le procureur espérait que ces informations pousseraient Lisa Costello à parler. Il la rencontra en prison. Il l'a mis en garde. Si elle refusait de coopérer, elle n'aurait pas l'immunité. On l'accuserait de meurtre. Malgré les avertissements du procureur Robert Belanger, Costello garda le silence. Lisa Costello aurait pu sortir de prison immédiatement si elle avait obéi à son assignation et nous avait dit ce qu'elle savait de l'affaire. Mais elle était si entêtée qu'elle a préféré être mise en détention pour outrage au tribunal. Malgré l'obstination de Costello, les enquêteurs ne lâchèrent pas prise. L'assistant du procureur Lawrence Mirman avait l'intuition qu'il pourrait bientôt procéder à des arrestations. Nous disposions d'un témoin qui était un ami très proche de l'accusé. Nous avions découvert le mobile du crime et nous avions aussi des preuves indirectes. C'était un cas très solide. Le 29 août, les agents commencèrent à surveiller Alan McCurley du haut des airs. Simultanément, une équipe au sol encercla la propriété du suspect, après s'être d'abord assuré qu'il était seul. L'équipe prit position près de la porte d'entrée. Les hommes devaient attendre qu'il en sorte pour l'arrêter à l'extérieur. Quand il sortit accompagné de son chien, l'équipe passa à l'action. Surpris, le suspect ne présenta aucune résistance. 7 mois après la disparition de Frank Black, Alan McCurley fut enfin arrêté pour l'enlèvement et le meurtre de son ennemi. En l'absence de preuves matérielles, les procureurs s'attendaient à un procès difficile. Mais lorsque la nouvelle de l'arrestation de McCurley fut rapportée par les médias, ils reçurent un appel d'un homme qui croyait détenir des informations. Ce dernier accepta de faire une déposition. Robert Senedjian était le gendre du suspect. McCurley l'avait appelé le 25 février, soit le lendemain de l'arrivée de Black en Floride. Il lui avait demandé de l'aider à nettoyer sa maison. Lorsque Senedjian arriva le lundi 26 février, il constata que McCurley et Costello avaient déjà commencé des travaux de rénovation majeurs dans le vestibule de la maison. La moquette avait été arrachée et des parties du mur avaient également été enlevées. Senedjian déclara au procureur Robert Belanger que McCurley lui avait fourni une explication. Alan McCurley a dit à Robert Senedjian que Frank Black était venu chez lui le samedi précédent. Même Senedjian connaissait la tension entre les deux hommes. Il a exprimé sa surprise. « Pourquoi est-il venu chez vous » lui a-t-il demandé. Et Alan a refusé d'en dire plus. Il a simplement ajouté « Lors du procès d'O.J. Simpson, les indices génétiques ont joué un rôle. Nous devons nous assurer qu'on ne trouvera pas même un cheveu de Frank Black dans cette maison. » Senedjian jura de ne pas avoir vu une goutte de sang. L'agent spécial Miller lui demanda ensuite s'il avait posé d'autres questions à McCurley à propos des événements. Il nous a dit qu'il n'avait pas eu besoin de demander quoi que ce soit d'autre à son beau-père.
Il savait que quelque chose de très grave s'était produit dans cette maison et qu'ils étaient tous là pour nettoyer les dégâts. Les deux hommes utilisèrent un aspirateur industriel pour nettoyer l'entrée. Puis, Macaulay demanda à Senedjian de l'aider à emporter les débris au site d'enfouissement le plus proche. Senedjian raconta aux enquêteurs que Macaulay et lui avaient jeté des morceaux de gypse, de la moquette, de même que l'aspirateur, au site d'enfouissement de Martin County. Ces déclarations corroboraient celles de Bill Anderson. Macaulay a dit à Anderson qu'il avait tué Frank Black dans le vestibule de sa maison. Ensuite, Senedjian nous a appris qu'immédiatement après la disparition de Black, son beau-père lui avait demandé de rénover l'entrée de la maison. Comme par hasard, c'était exactement au même endroit. À la mi-août, une équipe d'experts en cueillette d'indices arriva au site d'enfouissement. Grâce au relevé, les enquêteurs purent déterminer à quel endroit les éléments avaient été jetés 6 mois plus tôt, soit le 26 février précédent. L'équipe se mit à la recherche de tout objet qui pouvait provenir de la maison de Macaulay. Au cours de 3 longues et chaudes journées, ils fouillèrent un endroit en particulier. Par la date, les superviseurs du lieu ont pu exactement déterminer à quel endroit se trouvaient les déchets. C'était situé dans un secteur où il était facile d'effectuer des recherches. Nous avons obtenu l'équipement nécessaire par le biais du bureau du shérif et l'équipe d'experts en scène de crime. Nous avons fouillé et trouvé la moquette qui provenait de la résidence de Macaulay. Les experts trouvèrent également des morceaux de gypse et un aspirateur dont la description correspondait à celle de Senedjian. Ils rapportèrent ces éléments au laboratoire judiciaire du service de police de la Floride pour analyse. Malgré leur forte présomption, les analystes du laboratoire ne purent pas formellement prouver que ces éléments provenaient de la résidence de Macaulay. Des techniciens examinèrent également le vestibule de la maison de Macaulay et ils trouvèrent des taches qui ressemblaient à du sang. Malheureusement, les marqueurs génétiques de l'échantillon n'étaient pas les mêmes que ceux de l'ADN de Frank Black. C'était une autre impasse. Les enquêteurs n'avaient toujours pas de preuves solides. Ils continuèrent à réunir tout ce qu'ils pouvaient pour offrir un cas solide au procureur Robert Belanger en cherchant à corroborer les éléments de la déposition de Senedjian à propos du nettoyage. Le FBI a envoyé des agents au magasin Walmart et Kmart du secteur. Il a obtenu les reçus d'Alan Macaulay pour l'acquisition de produits de nettoyage, de sacs à ordures, de rubans adhésifs et de tous les outils nécessaires pour nettoyer la scène du crime. Juste avant le procès, les enquêteurs apprirent une nouvelle troublante. Des prisonniers de Martin County disaient que Macaulay avait embauché quelqu'un pour tuer Bill Anderson. Macaulay savait sans doute que s'il empêchait Anderson de témoigner, les procureurs devraient abandonner la cause. Au début de 1997, le présumé meurtrier Alan Macaulay était détenu provisoirement pour le meurtre de Frank Black. Mais les enquêteurs apprirent qu'il avait aussi commandé le meurtre du témoin Bill Anderson. À partir de ce moment, nous avons accru l'effectif qui assurait la sécurité de Bill Anderson et nous avons commencé à faire les démarches nécessaires pour que sa femme et lui soient intégrés au programme de protection des témoins du gouvernement fédéral. Comme le tueur à gages de Macaulay ne ferait pas un témoin crédible en cours, on ne prit pas la peine de faire accuser Macaulay de cette autre tentative de meurtre. Le procès d'Alan Macaulay commença le 20 janvier 1998. Même sans le corps de la victime, le procureur de la Floride, Robert Belanger, était confiant de l'issue de l'affaire. Certains meurtriers ont été trouvés coupables en l'absence de corps. Ces cas remontent même au début de l'Angleterre. En cours, on ne croit pas qu'il faille récompenser les individus qui sont parvenus à se débarrasser du cadavre. Le système juridique nous permet encore de prouver qu'un meurtre a été commis sur la base de preuves indirectes,
comme les habitudes de la personne, ses occupations quotidiennes, ou le fait qu'elle n'ait pas fait ses bagages pour un long voyage, ou qu'elle ait manifesté son intention d'aller en Floride, par exemple. Tous ces éléments mis ensemble démontraient de façon assez convaincante que Frank Black était mort. Mais c'était quand même une source de frustration que de ne pas disposer du corps. Le principal témoin du procureur, Bill Anderson, se rappela alors un détail à propos du meurtre de Frank Black. Les procureurs comblèrent tous les trous qui restaient pour reconstituer les événements du 24 février 1996, soit le jour où Black avait été vu en vie pour la dernière fois. La petite amie de McCurley, Lisa Costello, alla chercher Frank Black à l'aéroport de West Palm Beach ce soir-là. Elle le conduisit à la résidence de son petit ami sous le prétexte de le présenter à de futurs partenaires. Black ignorait qu'il entrait dans la maison de son ennemi juré. Les procureurs croient que pendant que Costello et Black discutaient à propos des détails d'une lucrative transaction, elle aurait mis un comprimé de rouphénol dans son verre. Black ne s'en serait pas rendu compte puisque ce puissant sédatif n'a aucun goût, aucune odeur ni couleur. Ils continuèrent à discuter jusqu'à ce que la drogue fasse son effet. Comme prévu, McCurley prit alors la relève. Il demanda à Costello de prendre le portefeuille de Black. Plus tard, ils utiliseraient ses cartes de crédit pour mettre la police sur une fausse piste. Black était incapable de se défendre en raison du puissant sédatif. McCurley avait finalement le contrôle sur son rival. Il put décharger toute sa colère contre lui. Dans l'entrée de sa maison, il lui braqua un pistolet contre la tempe. Maintenant, McCurley devait éliminer toutes les preuves. Il enveloppa le corps et l'arme du crime dans un sac de plastique. Plus tard, il se servit de son bateau pour jeter le corps à 25 km de la rive. Lors de son témoignage, Anderson déclara que McCurley avait dû transpercer la pellicule de plastique et le corps de Black à maintes reprises pour qu'il coule. Il rentra ensuite chez lui pour nettoyer la scène du crime. Il arracha tout ce qui avait été taché de sang ou par des tissus humains. Il frotta ensuite tout le vestibule avec de l'eau de javel. Le témoignage d'Anderson était étayé par des preuves indirectes très convaincantes. Les appels téléphoniques de la maison de McCurley au bureau de Black, les déclarations de Senedigian à propos du nettoyage et les enregistrements de la conversation entre Anderson et McCurley. Cela suffit à convaincre le jury. Le 4 février 1998, on trouva Alan McCurley coupable d'enlèvement et de meurtre. Après le procès de McCurley, débuta celui de Lisa Costello. Devant les accusations de meurtre qui pesaient contre elle, elle donna enfin un compte-rendu détaillé des événements qui avaient conduit à la mort de Frank Black. Elle a décidé de plaider coupable de meurtre au 3e degré et d'avoir retenu la victime sous un faux prétexte. La sentence pour un tel crime était moins sévère. On l'a condamnée à 10 ans d'incarcération à la prison de l'État de la Floride. McCurley fit appel de sa condamnation pour enlèvement, soutenant que Frank Black s'était rendu en Floride de plein gré. Il remporta sa cause. Mais l'inculpation de meurtre fut maintenue.
Alan McCurley a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Même si le corps de Frank Black n'a pas été retrouvé, son meurtrier ne recouvrera jamais la liberté. La petite Amy McNeil, âgée de 13 ans, a toute la vie devant elle. Mais son avenir est compromis le jour où elle est enlevée sur le chemin de l'école. Terrifiés, ses parents appellent le FBI. Ils espèrent ainsi que les agents et la police, grâce à leur expérience, découvriront l'identité des ravisseurs de leur enfant avant que ceux-ci ne lui ôtent la vie. La petite ville d'Alvarado est située dans le comté rural de Johnson, à environ 30 km au sud de Fort Worth, au Texas. Quelques gens fortunés ont trouvé à Alvarado un lieu sécuritaire, loin des centres urbains de l'État. Les McNeil étaient du nombre. C'était une des familles les plus aisées de la région, en partie grâce à l'argent que McNeil avait gagné en vendant un des premiers modèles de calculatrice portable. À 7h15, le vendredi 11 janvier 1985, la famille commença la journée comme d'habitude par le petit déjeuner. Ensuite, leur adolescent devait se rendre à l'école avec sa sœur Amy, 13 ans. En route, le frère d'Amy s'arrêta pour prendre leur cousin. Celui-ci vivait dans une autre maison sur la propriété des McNeil. Vers 7h45, ils se mirent enfin en route pour l'école. C'est alors qu'une berline surgit de derrière un camion abandonné, se mit en travers de la route pour forcer la Jeep des adolescents à s'arrêter. Un homme armé sauta de la voiture et s'approcha de la Jeep. Il força Amy à monter à bord de la berline. L'homme aux cheveux blonds avertit ensuite son frère de ne rien dire à la police. Il ajouta qu'il n'allait pas tarder à appeler ses parents pour leur faire connaître ses exigences. Instinctivement, l'adolescent voulut descendre de son véhicule pour aider sa jeune sœur. Mais les ravisseurs menacèrent de le tuer, lui et Amy, s'il tentait de les suivre. Ils prirent la fuite si rapidement que les deux adolescents n'eurent pas le temps de lire le numéro de plaque d'immatriculation de la berline. En quelques secondes à peine, la fillette avait disparu. Les deux adolescents firent demi-tour pour rentrer à la maison au plus vite. Ils racontèrent les événements aux McNeil et leur répétèrent les menaces des ravisseurs s'ils en venaient à demander l'aide de la police. Malgré cette mise en garde, McNeil appela immédiatement le bureau du FBI de Fort Worth. L'agent spécial Clint Brown, aujourd'hui retraité après 30 ans de loyaux services, savait que chaque minute comptait. J'ai travaillé sur de nombreux cas d'enlèvement et pas une fois le ravisseur ne s'en est tiré. Notre but premier dans ce genre d'affaires, c'est de s'assurer que la victime rentre chez elle saine et sauve. Dans tout ce que nous entreprenons, nous prenons bien garde de faire quoi que ce soit qui mettrait en danger la personne kidnappée. Le FBI commença par installer une enregistreuse sur la ligne téléphonique des McNeil. Les agents espéraient ainsi identifier le ravisseur par sa voix ou découvrir d'où celui-ci appelait. Le FBI avisa également la société de télécommunications qui desservait la localité de se préparer à retracer des appels. Les agents indiquèrent au père comment se comporter lors de l'appel des ravisseurs.
Il devrait insister pour obtenir la preuve que sa fillette était encore en vie. Le fait que les ravisseurs n'aient pas caché leur visage préoccupait le shérif Eddie Boggs de Johnson County qui appela la police d'État quelques instants après être arrivé. Les ravisseurs n'avaient aucunement cherché à cacher leur identité. Ils avaient le visage découvert, aucun masque, aucun déguisement, rien du tout. Cela m'indiquait qu'ils s'organiseraient pour que la victime ne puisse jamais les décrire. Autrement dit, qu'ils allaient sans doute la tuer. Vers 10 heures, soit plus de 2 heures après l'enlèvement de la petite Amy, le téléphone sonna enfin. C'était l'un des ravisseurs. L'homme exigea une rançon de 100 000 $, la moitié en billets de 100 $ et l'autre moitié en petites coupures. Les numéros de série des billets de banque ne devaient pas se suivre. Comme les agents le lui avaient demandé, le père d'Amy les supplia de le laisser parler à sa fille, mais le ravisseur refusa. Il déclara qu'Amy était toujours en vie et qu'il pourrait lui parler quand on le rappellerait pour lui dire où laisser l'argent. Il ajouta que s'il appelait le FBI, il ne verrait plus jamais sa fille. L'appel dura moins d'1 minute, soit pas assez longtemps pour qu'on puisse le retracer, compte tenu de la technologie de 1985. Les agents écoutèrent les bruits de fond de l'enregistrement en espérant découvrir d'où provenait l'appel. Selon eux, celui-ci provenait vraisemblablement d'une cabine téléphonique, car on pouvait entendre le bruit du vent et de voitures. On n'entendait toutefois rien de très précis, et personne dans la famille ne put reconnaître la voix du ravisseur. Même si le père d'Amy était fortuné, il ne disposait pas de 100 000 $ en argent liquide, parce que tout son argent était sous forme d'investissement. Il appela ses associés et leur demanda d'apporter par avion tout argent qu'ils pourraient retirer pour lui. Pour protéger la fillette, les médias acceptèrent de taire la nouvelle tant que le shérif ne communiquerait pas avec eux. Peu de temps avant 13 heures, le téléphone sonna de nouveau. C'était l'homme qui avait appelé plus tôt. Sur une autre ligne téléphonique, un agent appela le chef de la sécurité de la société de téléphone pour lui demander de tenter de trouver d'où provenait l'appel. Celui-ci se mit aussitôt au travail. McNeil suppliait le ravisseur de le laisser entendre la voix de sa fille. Cette fois, il accepta. On lui avait bandé les yeux pour qu'elle ne puisse pas décrire l'endroit où elle se trouvait. McNeil pouvait entendre son enfant pleurer. Malgré ses craintes, il rassura Amy en lui disant que tout irait bien et qu'elle serait bientôt à la maison. C'est alors que le ravisseur saisit le combiné. Il déclara qu'il n'avait pas encore décidé de l'endroit où le père devait laisser l'argent de la rançon. Il promit de rappeler plus tard. Le silence se fit alors dans la pièce, comme se le rappelle le policier Bill Gunn, aujourd'hui à la retraite. Ça nous brisait le cœur d'écouter cette conversation. La fillette était terrifiée, et bien sûr, son père l'était tout autant. La conversation a été très brève. Monsieur McNeil a encouragé Amy à être fière et à se rappeler qui elle était. Et la conversation s'est terminée comme ça. Les policiers espéraient avoir retracé l'appel. Le chef de la sécurité de la société de téléphone signala que l'appel provenait d'une zone à l'extérieur de son territoire et qu'il lui était impossible de poursuivre les recherches compte tenu que l'appel avait été interrompu. Il savait toutefois que la communication provenait de la ville de Kennedale, soit à quelques 40 km au nord de la propriété des McNeil. Amy était toujours au Texas, près de Fort Worth. Les policiers effectuèrent des fouilles sur un rayon de 50 km, d'Alvarado à Kennedale, à la recherche de la voiture des ravisseurs. Ils alertèrent également les autres policiers de la région et leur donnèrent la description de la berline à 4 portes.
Mais sans le numéro de la plaque d'immatriculation, les chances de trouver cette voiture dans cette région rurale étaient minces. Près de 6 heures après l'enlèvement d'Amy McNeil, les amis de son père venant du Texas et de l'Arkansas arrivèrent à Alvarado, emportant avec eux plusieurs dizaines de milliers de dollars en argent liquide. Les policiers de l'État les escortèrent de l'aéroport jusqu'à une banque où les sommes d'argent devaient être préparées en vue de la remise aux ravisseurs. Des gants de latex aux mains, les policiers mirent les 100 000 dollars en liasse après avoir noté tous les numéros de série. La moitié des billets étaient en coupure de 100 dollars, comme les ravisseurs l'avaient demandé. L'autre moitié, soit 50 000 dollars, était constituée de plus petites coupures. Le sergent John Dandy de la police du Texas, aujourd'hui à la retraite, participait à cette opération. Réunir une telle somme en aussi peu de temps n'a pas été une mince affaire. Mais quand on a eu cet argent, les policiers ont trouvé des sacs dans lesquels ils ont mis les billets. Il n'y avait aucune empreinte digitale sur ces sacs de plastique. On a également photocopié tous les billets pour en conserver les numéros de série. On a tout mis ça ensemble. Il ne nous reste plus ensuite qu'à s'asseoir et à attendre les ordres. À la fin de l'après-midi, des policiers avaient repéré une voiture qui correspondait à la description de celle des ravisseurs. Elle était garée à 30 km de la propriété des McNeil. En vérifiant le numéro de la plaque d'immatriculation, les policiers constatèrent que la voiture avait été volée à Mesquite la veille, soit à 80 km à l'est d'Alvarado. À l'intérieur, ils ne trouvèrent aucune trace d'Amy et de ses ravisseurs. Ils firent remorquer le véhicule à la fourrière et continuèrent à ratisser le secteur à la recherche de témoins qui auraient vu le conducteur. À 23h30, soit 16 heures après l'enlèvement, la famille d'Amy avait reçu 3 autres appels. Mais jamais on ne leur avait dit où laisser l'argent de la rançon. On espérait que ce dernier appel mènerait à la libération d'Amy. C'était encore le même homme au bout du fil. À nouveau, la société de télécommunications tenta de retracer l'appel. Le père d'Amy informa le ravisseur qu'il avait en main les 100 000 dollars demandés. Son interlocuteur déclara alors qu'il était trop tard, car l'endroit où la rançon devait être remise se trouvait à 300 km d'Alvarado. Quand McNeil arriverait sur les lieux, il ferait jour, et le ravisseur ne voulait pas courir le risque d'être vu. Le père le supplia de faire la transaction le soir même. L'homme refusa. Il déclara qu'il rappellerait le lendemain pour lui faire une autre proposition. Les agents attendirent des nouvelles de la société de téléphone. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps de trouver l'endroit d'où le ravisseur appelait. Les enquêteurs ne pouvaient qu'espérer que la petite Amy survive à la nuit et qu'elle verrait bien vite ses parents. À 17h, le samedi 12 janvier 1985, une journée et demie s'était écoulée depuis l'enlèvement d'Amy McNeil alors qu'elle se rendait à son école à Alvarado, au Texas. L'un de ses ravisseurs avait appelé sa famille à 7 reprises. Il avait exigé une rançon de 100 000 dollars en billets de banque dont les numéros de série n'étaient pas en séquence, mais il n'avait pas encore dit à quel endroit il voulait que les McNeil laissent l'argent. Malgré les menaces des ravisseurs, le père d'Amy s'était empressé d'appeler le FBI. Plusieurs agents, une douzaine de policiers de l'État et de policiers du bureau de Johnson County s'étaient joints à lui dans ses recherches. Les ravisseurs avaient promis d'appeler à 17h pour dire à quel endroit se ferait la transaction et pour confirmer qu'Amy était toujours saine et sauve. Malgré la pénible attente, l'agent spécial Clint Brown et son équipe ne perdirent pas de temps à se préparer.
On a mis un plan au point dès qu'on a pu. Monsieur McNeil devait apporter l'argent en personne à bord de sa voiture qu'il conduirait lui-même, car on voulait que les gens puissent le voir. Il possédait une limousine. Les ravisseurs présumeraient qu'il y était seul, mais 2 agents du FBI devaient s'y cacher. Les agents dissimuleraient une enregistreuse miniature sur McNeil afin qu'il puisse enregistrer les conversations qu'il aurait peut-être avec les ravisseurs si ceux-ci s'approchaient de la limousine. De plus, il y aurait des micros dans la voiture et les 2 agents du FBI seraient lourdement armés. À 17h10, le ravisseur appela de nouveau. Il dit à McNeil de se rendre seul dans sa limousine sur l'autoroute 30 à l'est de Dallas, soit à une distance de 65 km. Il devait y prendre la sortie 51. Il y trouverait une station-service. McNeil devait arriver sur place à 19h. Il recevrait d'autres instructions à partir d'un téléphone public à côté d'un distributeur automatique. McNeil put parler brièvement à Amy avant que son ravisseur ne coupe la communication. Elle était terrifiée, mais on ne lui avait fait aucun mal. L'appel avait été trop bref pour être retracé. Comme prévu, un contingent d'agents du FBI, de policiers de l'État et de Johnson County suivrait la voiture de McNeil à distance. Les policiers ne manqueraient de rien, comme nous le raconte Bill Gunn, retraité de la police d'État. On a utilisé toutes les ressources disponibles. On avait des dispositifs de pistage et des avions. On a installé un dispositif de pistage sur la voiture de McNeil. Ainsi, si on perdait le contact, les 2 avions pourraient le retrouver. Le père d'Amy promit à sa femme de ne pas revenir à la maison sans leur enfant. Il portait un gilet pare-balles et on lui avait prêté une arme à feu au cas où les ravisseurs s'en prendraient à lui. Quant aux 2 agents qui l'accompagnaient, ils étaient armés de fusils de chasse et de pistolets semi-automatiques. Ceux-ci vérifièrent leur matériel radio pour s'assurer que l'équipe pouvait les entendre. L'agent spécial Rod Kicklighter du FBI, aujourd'hui à la retraite, était l'un des agents dans la limousine. Il donna ses directives au père. Je me souviens qu'une des choses qu'on lui a dites, c'était de ne pas se laisser prendre en otage. On en a parlé assez longuement. Il devait donner l'argent, puis nous laisser nous occuper des arrestations. Il ne devait en aucun cas s'impliquer dans l'affaire. McNeil reçut la permission de partir pour se rendre à la station-service à 65 km à l'est de Dallas. Quand il eut parcouru 1,5 km, l'agent ordonna aux autres membres de l'équipe de partir à leur tour. Comme le ravisseur avait donné un itinéraire précis pour se rendre à la station-service, l'ex-policier John Dendy et les autres craignaient que les ravisseurs ne surveillent la limousine en route. On ignorait totalement où ils se trouvaient, qui ils étaient. On ignorait tout des ravisseurs. Pour éviter que ceux-ci n'aient des soupçons, on devait garder une bonne distance entre nous et la voiture. Quand ils sortirent du comté, les policiers rappelèrent les autorités locales. Ils leur demandèrent de ne pas arrêter leur voiture fantôme et fournir les numéros de leurs plaques d'immatriculation. De nombreuses unités de patrouille étaient déjà parties à la station-service pour la surveiller. La plupart d'entre elles se tenaient à distance, mais une équipe surveillait le téléphone public. On était prêt à passer à l'action si les ravisseurs se montraient. Les agents virent la limousine emprunter la sortie 51 de l'autoroute.
Le téléphone se mit à sonner à 19 heures précises quand le père d'Amy arriva. C'était le 8e appel qu'il recevait des ravisseurs de sa fille depuis les dernières 34 heures. Il fut déçu par ce qu'il entendit. Le ravisseur lui demandait d'emprunter l'autoroute 20 Est en direction de Tyler, soit à plus de 150 km de Dallas. À la sortie 69, il trouverait une autre station-service où il recevrait un appel à 21h20 sur le téléphone public à l'extérieur. Pour l'agent spécial Clint Brown, il était difficile de savoir ce que les ravisseurs d'Amy comptaient faire. On pouvait voir que les ravisseurs étaient mal organisés. Ils semblaient confus. Ils modifiaient sans cesse leurs plans. Ils ne savaient pas où l'argent devait être laissé. C'est pour cela que rien ne progressait. Ils ébauchaient leurs plans au fur et à mesure. Ils ne semblaient pas avoir beaucoup réfléchi à toute l'affaire. À la station-service de Tyler, le père d'Amy apprit qu'il devait se rendre à une autre station-service à Longview, soit à 65 km plus à l'est, pour 23 heures. De là, il apprit qu'il devrait se rendre à plus de 100 km au nord à une 4e station-service à Mount Pleasant. À minuit, il recevrait un autre appel du téléphone public qui se trouvait à l'extérieur. L'équipe avait maintenant parcouru près de 300 km et roulé pendant plus de 5h30. Personne n'avait prévu que cela serait aussi long. Les avions avaient dû rentrer faire le plein à Dallas. Malgré leur frustration, les membres de l'équipe étaient décidés à ne pas baisser les bras. On n'avait pas la moindre idée de ce qu'ils voudraient ensuite. On avait traversé une grande partie du Texas et l'on ignorait quand cela se terminerait, mais on savait qu'on serait là jusqu'à la fin. Mais la situation empira. À mi-chemin de la station-service de Mount Pleasant, la limousine cessa de fonctionner. Après avoir roulé à une vitesse de 160 km à l'heure pendant une période de temps prolongée, le moteur commençait à avoir des ratés. L'agent Kicklighter craignait que ces problèmes ne compromettent leur chance de retrouver la petite Amy. On commençait à être tendu et inquiet de ne pas pouvoir arriver au point de rendez-vous comme prévu. On craignait de ne pas pouvoir sauver Amy. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, à la station-service de Mount Pleasant, 2 tireurs d'élite de la police d'État avaient été dépêchés sur les lieux pour surveiller le téléphone. À minuit, l'appareil se mit à sonner. McNeil était la seule personne qui pouvait décrocher le combiné, mais il n'était pas encore arrivé. À minuit, le 13 janvier 1985, un peu avant Mount Pleasant au Texas, 2 agents du FBI et le père d'une fillette de 13 ans qui avait été enlevée tentaient désespérément de réparer le moteur d'une limousine. De fait, cette voiture était celle que s'attendaient à voir arriver les ravisseurs de la fille de McNeil à la station-service à minuit. Pendant que McNeil tentait de faire redémarrer sa voiture, 2 tireurs d'élite de la police d'État qui surveillaient la station-service entendirent le téléphone public sonner. Ils ne pouvaient rien faire, car seul McNeil pouvait y répondre. Celui-ci avait manqué l'appel où l'on devait lui dire où aller remettre la rançon de 100 000 $ en échange de sa fille. Roulant sur les routes isolées autour de la station-service de Mount Pleasant, l'équipe apprit que McNeil avait enfin trouvé ce qui ne fonctionnait pas, comme nous le raconte l'agent spécial Clint Brown. La voiture que conduisait M. McNeil a commencé à avoir des problèmes électriques. Apparemment, l'alternateur ne chargeait pas la batterie. Plus il roulait et plus l'éclairage des phares faiblissait. Il a également eu des ennuis avec le système électrique de sa voiture.
Les dispositifs pour les communications et le pistage que l'on avait installés dans l'auto avaient drainé toute l'énergie de la batterie au cours des 7 dernières heures. En débranchant certains appareils, on obtint assez d'électricité pour faire redémarrer le moteur. Même si les phares étaient inopérants, la voiture avançait toujours. McNeil et les 2 agents poursuivirent la route malgré tout. Un avion leur fournissait de l'éclairage. Les autres agents du FBI, de même que les policiers de l'État et de Johnson County, s'étaient donné rendez-vous à une autre station-service à proximité de celle où devaient rappeler les ravisseurs. Ils discutèrent des opérations à faire maintenant que McNeil avait manqué l'appel de minuit et qu'il ne pouvait d'aucune façon appeler les ravisseurs. N'ayant guère le choix, les enquêteurs envoyèrent la limousine à la station de Mount Pleasant en se disant que les ravisseurs rappelleraient sans doute. On comptait sur le fait qu'ils voulaient toucher la rançon et que, par conséquent, ils allaient se rendre à la station-service ou appelleraient de nouveau. On leur avait dit qu'on avait cet argent et ils savaient qu'on voulait avoir Amy en échange de cette somme. On a donc pensé qu'ils s'en tiendraient, malgré tout, au plan initial. Vers 1h du matin, McNeil et les 2 agents du FBI arrivèrent enfin à la station-service de Mount Pleasant avec la limousine. Près de 8 heures s'étaient écoulées et ils avaient parcouru 320 km depuis leur départ d'Alvarado lorsque le moteur rendit complètement l'âme. Le véhicule nécessitait des réparations importantes. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre en espérant que les ravisseurs appellent. Comme on avait été forcé de rouler très lentement à cause de la limousine, on était arrivé en retard d'1 heure au point de rendez-vous. Nous étions inquiets de la situation, mais nous avons décidé, malgré tout, de prendre notre mal en patience. Les policiers de l'État surveillaient l'endroit caché dans le champ face à la station-service. On ignorait toujours le sort de la petite Amy McNeil. Puis, vers 1h15, le téléphone se mit à sonner. Comme les enquêteurs l'avaient soupçonné, c'était un des ravisseurs. Il avait hâte de toucher sa rançon. Il déclara qu'Amy était toujours en vie, mais il refusa de la laisser parler au téléphone. Pis encore, Bill Gunn et son équipe de policiers du Texas apprirent que les ravisseurs avaient vraisemblablement remarqué la forte présence policière sur les routes isolées. Il s'est mis à accuser McNeil d'avoir avisé la police et il était fort mécontent. Il a finalement dit au père d'apporter l'argent à un motel de Mount Pleasant et c'est alors que McNeil lui a dit que sa voiture ne fonctionnait plus, que le moteur était fini. Le ravisseur a fini par dire qu'il viendrait chercher l'argent, mais qu'ils étaient bien armés et qu'ils espéraient ne pas y voir de policiers. Malgré ses craintes de ce que les ravisseurs pouvaient avoir fait à sa fille, McNeil était toujours bien décidé à aller de l'avant. Il saisit le sac contenant la rançon et attendit à l'extérieur afin que les ravisseurs puissent le voir quand ils arriveraient. Les agents cachés dans la limousine se préparaient à un affrontement armé. L'agent Kicklighter était pleinement conscient qu'une simple erreur pouvait coûter une vie. Lors d'un enlèvement, c'est toujours au moment où l'on remet l'argent de la rançon que la situation est la plus risquée. Dans ces circonstances, on ne veut pas qu'il y ait de blessés, ni que les ravisseurs prennent de nouveaux otages et qu'il y ait un autre enlèvement. C'était une nuit froide de janvier. Les policiers restaient en alerte, prêts à l'embuscade. Sur les routes autour de la station-service, les enquêteurs ne virent aucune voiture s'approcher. À 3 heures du matin, soit 2 heures après le dernier appel des ravisseurs, ceux-ci ne semblaient pas vouloir venir. Les policiers de l'État, ceux de Johnson County et les agents du FBI devaient revoir leur plan. On en a déduit qu'ils ne viendraient pas.
On a donc interrompu l'opération de surveillance. On s'est dit qu'on reprendrait tout le lendemain, dimanche. Les agents de la limousine apprirent que les opérations étaient interrompues jusqu'au lever du soleil. McNeil insista pour qu'il reste. Mais les enquêteurs le convainquirent qu'ils ne pouvaient rien faire de plus pour l'heure. M. McNeil était furieux de voir qu'une autre nuit allait finir sans qu'il ait pu revoir sa fille. Il avait fait tout ce qu'on lui avait demandé. Il était donc extrêmement déçu. Une voiture vint chercher McNeil et les agents. Ils se rendirent à l'autre station-service qui était à proximité, là où les autres policiers s'étaient réunis. Les deux tireurs d'élite qui s'étaient cachés dans le champ 3 heures plus tôt marchèrent jusqu'à la route où le shérif devait venir les chercher. Au moment où ils s'approchaient, une voiture passa près d'eux. Un groupe d'hommes et une fillette étaient à bord. La voiture se dirigeait vers l'autoroute. Ils alertèrent toutes les unités de patrouille du secteur. Le shérif de Johnson County, qui était en route pour aller chercher les tireurs d'élite, entendit l'appel et aperçut la voiture suspecte sur l'autoroute. Il tenta de la poursuivre, mais la berline n'eut aucun mal à distancer la camionnette que conduisait le shérif Eddie Box. Ma camionnette allait très lentement et ils m'ont semé aisément. Je ne pouvais absolument pas les suivre parce qu'ils roulaient à 160 km à l'heure. C'était incroyable. Malgré ses tentatives, le shérif perdit la voiture de vue. Il retourna au poste de commandement temporaire pour fournir un rapport détaillé de ce qui venait de se produire. Amy courait maintenant un plus grand danger encore, car les ravisseurs savaient maintenant que la police participait à l'opération. On reçut alors un appel de l'avion qui survolait la région. Le pilote avait repéré le véhicule. Les enquêteurs sur la route se mirent à sa poursuite. Le policier Bill Gunn se rappelle que les suspects roulaient sur l'autoroute 30 en direction de l'ouest. À ce moment-là, nous étions tous au courant de ce qui se passait et nous avions pris le véhicule en filature. On a continué à rouler à haute vitesse sur l'autoroute 30 en direction de Dallas et d'un autre village dans un comté voisin. 10 minutes plus tard, les policiers de l'État, les policiers des comtés et les agents du FBI s'alignèrent derrière l'auto des suspects qui refusaient de ralentir. Alors qu'un policier de l'État s'apprêtait à les doubler, on lui tira dessus. Sa voiture fut criblée de balles de fusils de chasse et de pistolets. Il se préparait à riposter quand il aperçut deux jeunes filles à l'arrière. L'une d'elles était la jeune Amy McNeil, que l'un des ravisseurs poussait contre la lunette arrière. Les ravisseurs ont commencé à faire feu par les fenêtres latérales à l'arrière de la Buick. Ils poussaient Amy contre la lunette arrière afin qu'on puisse la voir. Évidemment, il nous était impossible de riposter. À cause de travaux de construction, il ne restait plus qu'une seule voie praticable, mais les suspects ne ralentirent pas. Des projectiles transpercèrent la calandre de la voiture de tête des policiers et percèrent le carburateur, ce qui obligea l'agent à s'arrêter. La poursuite se continua à haute vitesse à travers 3 comtés, jusqu'à ce que les suspects prennent la sortie de la petite ville de Saltillo. Puis, contre toute attente, vers 4 heures du matin, ils s'arrêtèrent devant une maison et certains d'entre eux prirent la fuite à pied. Ils ouvrirent le feu sur les enquêteurs à leur poursuite. 2 d'entre eux se cachèrent derrière une camionnette garée dans l'allée pendant qu'un des ravisseurs disparaissait derrière la maison. Aucun des policiers sur les lieux ne portait de gilet pare-balles. Quand je suis descendu de voiture, j'ai vu cet homme debout à l'avant de la fourgonnette. C'était un dimanche matin, il était 4 heures et il n'y avait pas de lune, si je me rappelle bien.
Et chaque fois qu'il faisait feu avec sa carabine, il y avait des éclats de lumière tout autour. Les policiers se protégèrent derrière leur voiture et coincèrent les ravisseurs. La voiture abandonnée des suspects était dans la ligne de tir. Amy en était prisonnière. Un des ravisseurs tenta d'entrer dans la maison où vivait une dame âgée. Celle-ci tentait de se protéger, ignorant tout du drame qui se jouait à seulement quelques mètres de chez elle. La fusillade se poursuivait. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient sauver Amy McNeil avant qu'il ne soit trop tard. À 4 heures du matin, le 13 janvier 1985, les agents du FBI et les policiers de l'État du Texas et de Johnson County tiraient sur les ravisseurs de la petite Amy McNeil. Après avoir été prise en otage depuis presque 2 jours, elle était prisonnière dans la voiture de ses ravisseurs en compagnie d'une jeune femme devant une maison de Saltillo au Texas. Le sergent John Dandy fut l'un de ceux qui bravirent les rafales de projectiles. Je pouvais voir l'un d'entre eux derrière la roue avant de la voiture, et c'était ma principale cible. Je ne pouvais aller nulle part ailleurs. La seule chose que je devais faire, c'était de les empêcher de tirer, et je ne pouvais y arriver qu'en les atteignant. À plusieurs kilomètres de là, dans une autre voiture, le père d'Amy était en compagnie du shérif de Johnson County et d'un agent du FBI. Tous trois se dirigeaient vers la scène de la fusillade. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'espérer que la jeune fille de 13 ans survive à cet affrontement armé. Pendant que la fusillade se poursuivait, un des policiers de Johnson County se rapprocha de la voiture des suspects, comme se le rappelle Bill Gunn. Un des policiers accourut de sa voiture vers celle des ravisseurs. La petite lui a alors demandé s'il était un agent de police et il lui a répondu que si. Elle s'est alors accrochée à lui. L'agent remit la jeune fille effrayée aux mains d'un policier de l'État qui s'éloigna de la scène avec elle. Ils coururent sur la route où ils virent les renforts arriver. Après 44 heures de captivité, Amy McNeil, 13 ans, était enfin en sécurité. Le policier devait aviser les enquêteurs et transmettre la bonne nouvelle au père. L'agent spécial Rod Kicklighter était dans la voiture quand il reçut l'appel. Il nous semblait qu'il s'était écoulé plusieurs heures avant qu'on reçoive finalement la confirmation qu'Amy était en sécurité. Je me rappelle que son père ne cessait de me saisir à bras-le-corps et de me supplier de lui dire comment elle allait. Quand on a su qu'elle était en sécurité, il était en extase, comme nous tous d'ailleurs. Pendant qu'Amy se dirigeait vers la voiture dans laquelle se trouvait son père, l'échange de coups de feu avait cessé. Les 2 tireurs avaient été blessés. Les policiers avaient toujours leurs armes pointées sur eux, ignorant si les suspects avaient encore des munitions. Puis, un 3e homme surgit de l'ombre. Lorsqu'il constata qu'il lui était impossible de s'enfuir, il se rendit. Dans la voiture des ravisseurs, les enquêteurs mirent les menottes à la jeune femme et à un 4e homme qui était resté à l'intérieur pendant la fusillade. Les policiers annoncèrent à Amy que ses ravisseurs étaient maintenant tous sous bonne garde. Sur une autoroute déserte à 2 km de là, Amy courut bientôt jusqu'à la camionnette dans laquelle se trouvait son père. L'ex-agent spécial Clint Brown fut témoin des émouvantes retrouvailles entre ce père et sa fille. Nous étions très touchés. On a tous des enfants, des filles. C'était donc très émouvant d'assister à ces retrouvailles. On était si heureux de la façon dont cette affaire s'était terminée qu'on participait à toutes leurs émotions et à leur joie. Il n'y avait des blessés que parmi les ravisseurs. 2 d'entre eux étaient des repris de justice.
Ils étaient sous l'effet des méthamphétamines au moment de la fusillade. On examina également la dame âgée. Elle avait survécu à cette mésaventure avec un léger choc nerveux. On vérifia le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture des ravisseurs. Elle avait été volée à Dallas la veille. Les enquêteurs comprirent pourquoi les criminels s'étaient arrêtés à cet endroit précis. On ne comprenait pas pourquoi ils s'étaient arrêtés devant cette maison en particulier, mais on a vu plus tard que c'était parce qu'ils étaient à court d'essence. James Foote, 34 ans, celui qui avait appelé pour demander la rançon, avait déjà travaillé pour McNeil. C'était lui qui avait mis au point le plan de l'enlèvement d'Amy. Pour avoir utilisé une arme dans le but de commettre un crime, il fut jugé coupable d'enlèvement et de tentative de meurtre et condamné à la prison à vie. Michael Mills, âgé de 27 ans, qui avait fait les appels subséquents, fut également jugé coupable d'enlèvement et de tentative de meurtre et condamné à la prison à vie. Les autres ravisseurs, Daniel Necker et Thomas Barnes, tous deux âgés de 21 ans, furent aussi reconnus coupables des mêmes crimes et furent condamnés à vie. Quant à la jeune femme de 18 ans qui se trouvait avec eux, elle fut également accusée. Toutefois, elle n'avait rencontré James Foote que quelques jours plus tôt, avant qu'elle eût l'enlèvement. Elle fut terrifiée en voyant les hommes revenir avec la jeune fille de 13 ans. Elle était restée pour les empêcher de violer Amy. Plus tard, celle-ci confirma que la jeune femme l'avait protégée, comme nous le raconte Eddie Boggs, alors shérif de Johnson County. À la demande d'Amy, elle n'a écopé que d'une probation de 10 ans. Cette complice ne savait trop ce dans quoi elle s'était embarquée quand elle s'était jointe au groupe. Il consommait déjà de la drogue depuis plusieurs jours quand elle était arrivée. Elle a tout simplement été mêlée à quelque chose dont elle ne pouvait pas se sortir. 6 mois plus tard, le 4 juillet 1985, Foote fut transféré du pénitencier fédéral à la prison de Johnson County pour y faire face à d'autres accusations. Les autorités avaient découvert que les armes utilisées lors de l'enlèvement avaient servi à un vol à Dallas. Foote fut également inculpé de la tentative d'enlèvement d'un enfant à Arlington quelques jours avant l'enlèvement d'Amy. Dehors, il faisait une chaleur torride et le gardien de prison accepta d'apporter un tuyau d'arrosage pour que les prisonniers puissent se rafraîchir un peu. Pendant son absence, Foote en profita pour escalader la clôture de 2,5 mètres. Il parvint ensuite à passer sous les barbelés. Quelques secondes plus tard, le ravisseur disparut dans un boisé avoisinant. Ce soir-là, le shérif de Johnson County dut annoncer à McNeil que le ravisseur de sa fille s'était évadé. Personne ne savait où il se trouvait. Des policiers resteraient devant la résidence des McNeil aussi longtemps que Foote serait en cavale. On craignait qu'il ne cherche à se venger. McNeil offrit alors une récompense à quiconque fournirait des informations permettant d'arrêter Foote de nouveau. Quelques jours plus tard, le shérif Boggs reçut un appel prometteur. Le cousin de James Foote vivait près de Paris, au Texas. Il savait où Foote se trouvait. Il était entré en contact avec lui. Il y avait également des accusations contre ce cousin. Ce dernier était donc prêt à négocier avec nous. Foote se cachait dans la maison de son cousin à Paris, soit à 270 km au nord-ouest de la prison. Les policiers de Johnson County se préparèrent à prendre d'assaut la maison à un seul étage. Ils s'attendaient à une autre confrontation armée. Comme promis, le cousin s'assura que Foote était dans la maison au moment où les policiers arrivèrent sur les lieux. Cette fois-ci, il n'y aurait pas de fusillade. Les policiers capturèrent Foote sans problème. Il fut retourné à la prison, où il restera pour le restant de ses jours. À Austin, la capitale du Texas, le sergent à la retraite John Dandy fut parmi ceux qui furent honorés suite à l'heureuse conclusion de l'affaire.
Aller ainsi à Austin pour parler au gouverneur et recevoir cet honneur n'était rien en comparaison avec la satisfaction que j'avais ressentie d'avoir sauvé la vie de cette jeune fille. Cela a réellement donné un sens à ma vie. Au cours de ma carrière de 36 ans au sein des forces policières, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que les autorités ont agi rapidement et n'ont jamais abandonné, Amy McNeil a pu retrouver sa famille et ses amis. Elle doit sa vie aux policiers et aux agents qui ont répondu à l'appel.